Bonjour, Hubert Huertas, à mes côtés Mathieu Magnodex. Bonjour. Pour le 39e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, les frondeurs à l'épreuve de l'Union nationale. Notre invité, le député socialiste Jean-Marc Germain, qui publie aujourd'hui « Tout avait si bien commencé », sous-titre « Journal d'un frondeur ». Le livre est édité aux éditions de l'Atelier. Bonjour Jean-Marc Germain. Bonjour. Vous n'ignorez pas, comme nous tous, que la France vient de traverser des événements dramatiques, tragiques. Est-ce que ce contexte ne va pas vous empêcher de continuer à faire entendre votre différence? C'est difficile de faire entendre sa différence pendant qu'on parle d'union nationale et presque d'abolition des différences droite-gauche. Bien sûr, c'est difficile et il faut tenir compte du contexte, mais en même temps, c'est plus que jamais nécessaire. Ces terroristes, ils se sont attaqués à quoi? À travers Charlie Hebdo notamment, ou à travers les policiers, ou par leurs actes antisémites. Ils se sont attaqués à la démocratie, ils se sont attaqués à la République. Et donc la démocratie, la meilleure réponse, comme l'a été l'apparition d'un numéro immédiatement de Charlie Hebdo, c'est qu'elle continue à débattre. Il n'y aurait rien de pire que ces terroristes et arrêter les débats entre la gauche et la droite, ou les débats que nous, avec un certain nombre de collègues parlementaires, d'amis politiques, on a essayé de porter au sein de la gauche, parce qu'on a estimé que au sein d'un parti, même si on est au gouvernement, il faut porter ses idées. Mais ça nous donne une exigence qu'on a toujours essayé de porter d'ailleurs. Parfois, on n'y est pas arrivé. Il y a eu des mots un peu durs entre le gouvernement et nous-mêmes, mais c'est d'être sur le terrain des idées. François Hollande a dit l'esprit du 11 janvier doit inspirer les réformes. Il l'a dit à l'occasion de ses vœux, devant tous les partenaires sociaux, etc. Donc ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas une sorte comme ça de vitrification du débat politique? Est-ce que vous n'allez pas être condamné finalement à voter sans pouvoir être audible, quoi, tout un certain nombre de mesures? Prenons par exemple les mesures terroristes qui sont annoncées en ce moment, antiterroristes, pardon, de lutte contre le terrorisme. Est-ce que au nom de cette unanimité, on pourra débattre du contenu de ces mesures, sur le renseignement, sur Internet? C'est en tout cas vraiment indispensable. Et je constate que cette semaine, que ce soit dans le débat politique ou à travers les médias, on voit que ce débat existe. Sur la question que vous évoquez de la sécurité, je crois que l'enjeu qui est devant nous, c'est de se dire comment on fait pour éviter ce que le Premier ministre avait appelé des failles, notamment dans la surveillance de ceux qui sont allés faire le djihad à l'extérieur, en Syrie, et qui reviennent dans notre pays, et en même temps protéger, défendre les libertés fondamentales. Ça peut pas être dangereux, l'Union nationale, pour les libertés publiques, justement? En tout cas, l'absence de débat serait dangereux. Et d'ailleurs, quand on a débattu de la loi antiterroriste au mois de décembre, on a eu ce très difficile débat, mais essentiel, qui est de dire comment on renforce les mesures de protection, y compris, moi je suis favorable à ce qu'on renforce la surveillance sur Internet pour éviter l'embrigadement, le lavage de cerveau littéral qu'un certain nombre de jeunes en France, mais en même temps, comment on renforce aussi les conditions dans lesquelles se sont faits, et donc un contrôle démocratique renforcé. Ça va être très difficile ce qu'on a à faire dans les semaines qui viennent sur le plan de la sécurité. Comment être efficace pour suivre des milliers de personnes sans être capable quantitativement de mettre suffisamment de policiers, et en même temps comment protéger des libertés fondamentales. Vous pensez qu'il y a un risque d'hystérisation du contexte, dans ce contexte, qui puisse aboutir à ce que, pour diverses raisons, on se mette à interpeller à tour de bras pour un oui et pour un non? Est-ce que ce risque existe ou pas? Vous savez, moi, dans ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'attitude du président de la République, du Premier ministre, c'est justement qu'il y a une frontière très claire qui a été faite autour des valeurs de la République. Je vous donne un exemple. Il y a immédiatement la question d'un Patriot Act qui a été mise sur la table, c'est-à-dire ces mesures qu'avait mises en place George Bush, qui était une loi d'exception. Et immédiatement, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre ont dit il n'y aura pas de loi d'exception en France. Et je crois que c'est très important qu'il y ait des mesures, après analyse des failles et de la façon
de pouvoir prendre en compte ces milliers de djihadistes, ça c'est très important, mais qu'en même temps on est affirmé il n'y aura pas de loi d'exception, la démocratie française elle va se battre avec ses armes, ça me paraît très important. Après, on verra dans les lois qui seront proposées et les mesures qui vont être annoncées dans les heures qui viennent. Il y a un instant, Mathieu rappelait la phrase du président de la République. L'esprit du 11 janvier doit inspirer les réformes, a dit François Hollande. Il a voulu dire quoi, d'après vous, là? Bah écoutez, on verra. En tout cas, moi, je crois que chacun a à dire aussi ce qu'est l'esprit du 11 janvier 2015 et les conséquences qu'il en tire. Moi, je crois qu'il était nécessaire, et c'était magnifiquement réussi, de faire l'unité du pays en réponse aux attentats. Ça a été ça le 11 janvier 2015. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'unité entre la droite et la gauche sur toutes les réformes économiques et sociales. Au contraire. Mais par exemple, Macron, elle va passer comme ça, sans discussion, du coup? Est-ce que c'est ça l'esprit du 11 septembre, du 11 janvier? Je termine. Pour moi, au-delà de la réponse sécuritaire qui est nécessaire, la meilleure réponse à l'esprit du 11 janvier, c'est un grand programme de mesures de progrès humain, comme l'a été le programme du Conseil national de la résistance après la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faudrait pas se tromper et se dire on va faire l'unité entre la droite et la gauche sur des mesures libérales. Il faut au contraire se dire quels sont au fond les enjeux totalement fondamentaux de notre pays. Et c'est ce que je dis dans le livre. Moi j'en vois 3 en tout cas. 3 enjeux où je me dis si ma génération politique ne s'en occupe pas, personne ne l'aura fait, on aura été à côté de ce qui est notre responsabilité historique. Il y a les questions écologiques, on n'en fait pas assez. Il y a la révolution numérique, ça change complètement, ça nécessite de revisiter, y compris l'industrie. Il y a des potentiels d'emploi énormes, il y a des potentiels de progrès social énormes. On pourra parler de l'école, par exemple, tout à l'heure. Et il y a aussi des économies pour les comptes publics. Et puis le troisième sujet, c'est la question des territoires. Je crois que ça a été, au fond, révélé de manière très forte au moment de ces attentats et des suites qu'il y a eu, des difficultés qui sont apparues massivement auprès des Français. Mais vous avez un certain nombre de territoires ruraux ou urbains qui se sentent abandonnés de la République, dans lesquels on n'arrive plus à utiliser l'ascenseur social à l'école, dans lesquels il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'activité. Et donc, il faut investir. Mais pour investir massivement, il faut aussi qu'on soit capable de se libérer de la contrainte européenne. Parce que si le seul sujet, c'est de dire comment on tient sous les 3%, comment on revient au plus vite sur les 60%, bah c'est 3 chantiers d'investissement. On va passer à côté dans les 30 ans qui viennent, et dans 30 ans, ce sera trop tard sur ces 3 sujets-là. Donc moi, ce que j'attends maintenant comme réponse du président de la République, c'est un grand plan d'investissement dans ces 3 domaines. Mais vous savez, peut-être qu'il viendra vers ce qu'on a dit, mais il ne demande pas de droit d'auteur là-dessus. Mais je suis sûr, y compris que sur un programme social, il y a un certain nombre de dirigeants de droite qui doivent venir. Donc c'est ça pour moi, l'unité qui doit prévaloir sur les questions économiques et sociales. Désormais, elle doit se faire autour, au fond, de ce qui a été l'esprit du 6 mai 2012 ou l'esprit du discours du Bourget. Donc c'est plutôt raviver cet esprit-là, aller jusqu'au bout de cet esprit-là, qui est maintenant l'enjeu des mois à venir. François Hollande, il peut mettre en place des mesures progressistes. Vous croyez vraiment qu'à partir de maintenant, tout change, la donne change complètement? François Hollande, à vous entendre, peut remettre en cause le dogme des 3%, peut dépenser, lancer un grand plan d'investissement. Revenir vous sur y le croyez pacte. Vraiment? Vous pensez que on sent bien qu'il y a un tournant, qu'il se passe quelque chose, et en même temps, ce tournant, il peut être complètement raté. Et dans 10 jours, on peut être passé à autre chose. D'abord, je crois que les événements du 11 janvier ont montré aux Français que notre président de la République, il a la capacité d'être un chef d'État. Et que ça, d'ailleurs, ce sera durable. Ça restera jusqu'à la fin du quinquennat. Tout ce Hollande bashing sur ses capacités propres, je ne parle pas des politiques qui sont menées, mais qu'on n'a jamais menées en réalité. Il y a eu un mélange. Moi, vous ne trouverez jamais une seule déclaration déniant quelque qualité que ce soit à notre président de la République. D'ailleurs, je dis dans le livre que son élection le 6 mai 2012, même si j'avais défendu Martine Aubry dans la primaire, c'était un des plus beaux moments pour moi. Vous dites aussi jamais j'aurais pensé qu'on en arrive à ce point-là. Et après, je décris ce qui s'est passé, et ma thèse, c'est de dire on s'est éloigné
de ce qu'on avait construit quand on était dans les Donc c'est le positions. moment de... C'est pas qu'on avait conçu un programme irréaliste, puis comme on dit toujours, la gauche, quand elle arrive au pouvoir, confrontée aux réalités, elle doit changer. Non, c'est parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ce programme-là. Et j'essaie de le faire sans caricature. Mais je crois que c'est ça maintenant. Au fond, le président de la République, après avoir été vraiment à la hauteur de ce qui est la France, et de manière très forte, après avoir une crédibilité nouvelle, cette capacité de gouverner, les Français lui reconnaîtront jusqu'au bout de son mandat. Maintenant, je crois que ça lui donne une force supplémentaire. Vous avez vu ces 60 chefs d'État autour de lui. Si aujourd'hui, il dit à Mme Merkel, nous avons un problème et une question à régler pour que la République revienne dans tous nos territoires, et c'est un problème français, c'est un problème belge, c'est un problème allemand. Et ça, il faut par exemple que tous ces investissements-là ils se soient sortis des déficits au sens de Maastricht. Vous voyez vraiment Mme Merkel, y compris vis-à-vis de son opinion publique, dire non à un président français en disant bah non, vous ne pouvez pas investir là-dedans parce que vous êtes au-dessus des 3%. Donc il doit le faire là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté, c'est passé totalement inaperçu, mais Jean-Claude Juncker et la Commission européenne a changé un peu dans ce sens les critères de Maastricht en disant on va réviser la façon de calculer. Tous les pays qui sont en difficulté, on va être plus souple sur les exigences de redressement. Et deux, un certain nombre d'investissements qui seront décidés au niveau européen et cofinancés seront sortis de la règle des déficits. Alors ça ne concerne pas encore la France, parce qu'on est au-dessus des 3%, et ça ne concerne que les pays. Donc ça doit être la bataille de François Hollande. Mais elle est essentielle. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que François Hollande a maintenant cette force au plan international comme au plan national, parce qu'il a confiance des Français et parce que les dirigeants du monde entier considèrent aussi qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de la France, de la Belgique, de la Grèce et d'autres pays. Donc pour résumer, pour vous, l'esprit du 11 janvier 2015 doit ramener au programme du 6 mai 2012. Exactement. Tel que vous le voyez, vous, c'est-à-dire de revenir plus à gauche. Oui, et je pense qu'on peut faire comme le général de Gaulle avec les communistes à la sortie de la guerre. On fait leur unité non pas sur un programme de droite, non pas sur un programme libéral, mais sur un programme de gauche. Enfin, après ça, on a créé la sécurité sociale, on a créé des régimes de retraite, on a créé des grandes entreprises nationales. Et moi, je pense que... Alors, je le pensais avant les attentats. Et au fond, je me dis, j'ai bien fait d'écrire ce livre avant, et je pense que c'est plus que jamais nécessaire. Mais ce que je pense en plus, et que je viens de développer là, c'est qu'y compris, je pense que autant si François Hollande avait voulu porter ça il y a quelques mois, effectivement, il aurait eu des difficultés avec Bruxelles et ça aurait été très compliqué. Il aurait eu des difficultés avec les marchés financiers. Autant je pense qu'il a une crédibilité nouvelle qui peut nous donner une force collective pour aller dans ce sens. Maintenant, c'est à lui de faire l'analyse et de proposer à la France ce type de mesures. Je ne suis pas en train de vous faire une pronostic de ce que va faire François Hollande. Je suis en train de vous dire ce qui est mon analyse profonde de ce qui serait la réponse à l'esprit du 11 janvier 2015. Il y a une chose qui n'est pas un pronostic, mais qui est un rendez-vous, c'est lundi prochain, et c'est la loi Macron. Alors, vous dites il faut revenir au 6 mai 2012. La loi Macron, elle est plutôt dans la mise en œuvre du pacte, et dans le programme social-libéral. Oui, alors, pour être optimiste, il s'est quand même passé beaucoup de choses, et il y a vraiment eu un état d'esprit nouveau dans cette commission qui a travaillé. La semaine dernière à l'Assemblée. La semaine dernière à l'Assemblée. Et c'est plutôt de bon augure, même si nous, les députés dits frondeurs, n'étions pas dans cette commission, mais un certain nombre de collègues qui ont travaillé. Et vraiment dans un esprit constructif, comment on avance ensemble, par exemple, sur le travail du dimanche, cette idée qu'il doit y avoir des contreparties dans tous les commerces qui sont ouverts le dimanche aujourd'hui. C'était prévu pour dans 3 ans. Ça a été ramené à 1 an, c'est-à-dire tout de suite. Ça, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant. Mais moi, ma critique sur la loi Macron, d'abord, j'ai été satisfait que le président de la République lui-même le ramène à sa juste mesure. Il a dit que ce n'est pas la loi du siècle. Au fond, ça allait dire que c'est une loi de diverses mesures d'ordre économique et social qui cherche à améliorer un certain nombre d'éléments qu'on a identifiés. Les amendements qui ont été adoptés sur plein de sujets autres que le travail du dimanche ou que les mesures concernant les licenciements, elles ont aussi rééquilibré les choses
dans le sens, à la fois on cherche à régler des difficultés qu'on a, par exemple la circulation des autocars, qui parfois est nécessaire, mais on évite que ça se mette en concurrence avec la SNCF et que ça se traduise par des disparitions de trains à terme. Mais donc cette loi, elle n'est pas la loi du siècle, elle ne va pas changer grand-chose ni dans un sens ni dans l'autre. Elle a été ramenée, malheureusement, compte tenu du contexte, mais à sa juste mesure. Mais en revanche, ça va être la première loi qui va arriver après le 11 janvier 2015. Donc elle va avoir une charge symbolique forte. Oui. Et, et quelque part, elle va continuer à être perçue comme une loi libérale, notamment à travers cette affaire du travail du dimanche. Vous savez, moi, pas dire que travailler un dimanche de plus, ça change les choses. Encore qu'on passe d'une exception qui était, en gros, on étend l'ouverture du dimanche avant Noël pour que chacun puisse faire ses courses au bon moment, à une habitude quand même, parce que 12 dimanches, c'est une fois par mois, donc ça donc change. vous disiez, ça va avoir une charge, et donc ça a une charge, qu'est-ce que vous faites avec cette charge lundi? Ça a une charge symbolique, et c'est une charge symbolique qui ne va pas dans le bon sens pour moi, parce que nous, à gauche, socialistes, communistes, on a toujours défendu cette idée essentielle que la loi, elle est là pour protéger les plus faibles, pour les remettre au même niveau que les plus forts. Et donc, le contrat de travail, il n'est pas équilibré. On ne peut pas dire à un salarié, débrouillez-vous avec votre patron s'il n'est pas protégé par la loi. En 1936, quand on a fait les congés payés, on a appelé ça du temps libre. Alors aujourd'hui, cette loi, quelque part, elle laisse passer l'idée que le repos dominical, ce serait plus du temps libre. Et donc c'est pour ça que moi, je souhaite que cette affaire du travail dominical, mais je pourrais aussi dire la même chose sur la protection des licenciements, qui est atténuée. Par exemple, on ne prend plus en compte les moyens du groupe, par exemple Total, quand une raffinerie de Total ferme et de l'entreprise. On permet de modifier l'ordre des licenciements. Moi, je souhaiterais que ces mesures de libéralisation et donc de diminution des protections des salariés, elles soient retirées de cette loi, ce qui permettrait de la concentrer sur ce qui devait être au départ, dans l'idée d'Arnaud Montebourg, une loi de lutte contre les rentes. Voilà. Et donc, je ne prononce pas là-dessus. Je me suis prononcé avant le 11 janvier, mais je souhaite vraiment, au fond, se dire on va peut-être arriver à trouver une solution. Et donc, on va travailler la semaine prochaine à l'Assemblée, on va déposer des amendements, notamment de suppression de ces questions-là, de renforcement des contreparties, par exemple doublement du salaire le dimanche, pas renvoi à la négociation fixe. Donc vous étiez plutôt sur une position d'abstention avant, et maintenant vous vous dites on verra. Maintenant on est dans une... Donnons la chance au débat jusqu'au bout, et espérons que le sursaut et l'esprit du 11 janvier fera qu'on trouvera et qu'on donnera ce nouveau rôle au Parlement. Il y a un chapitre qui s'appelle « Le temps du Parlement n'est pas venu ». Je souhaite qu'il vienne vraiment. L'exécutif dise on a fait notre travail, on a un texte, maintenant à vous de faire votre travail, on propose, vous disposez. C'est ça aussi qu'on attend comme sursaut démocratique. Donc la loi Macron lundi à l'Assemblée nationale, mais les députés vont probablement parler aussi d'autre chose, de ce qui sera passé la veille en Grèce. Et en Grèce, comme chacun le sait maintenant, il y a une probabilité, une possibilité forte en tout cas, qu'un parti de gauche radical, le parti Syriza, puisse prendre le pouvoir. Alors ce parti, il est soutenu en France par une partie du Parti socialiste, plutôt les frondeurs, on va en parler tout de suite, par les écologistes, c'est très clair maintenant, par le Front de gauche, puis aussi par le Front national. Commentaire de Jean-Luc Mélenchon, ce lundi, c'était au gymnase Japy. Et voilà que je lis dorénavant que nous sommes au seuil de gagner, qu'au fond, nous ne serions pas si Syriza que ça. Nous serions une sorte de variante social-démocrate. Ah oui, oui, une variante social-démocrate. Eh bien, faites-le, vous autres, les sociodémocrates étiquetés. Que n'avez-vous fait la décision de Syriza à remettre en cause la dette publique? Pourquoi ne proposez-vous pas d'augmenter le salaire minimum dans ce pays? Pourquoi ne faites-vous pas la réforme fiscale pour puiser l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les riches? Pourquoi n'instaurez-vous pas la gratuité de la santé et de l'électricité, puisque c'est dans le programme soi-disant social-démocrate de Syriza? Jean-Marc Germain, on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon, c'est à vous qui parle à vous, les sociodémocrates, il vous dit pourquoi n'avez-vous pas fait tout cela? Vous l'entendez bien et vous êtes d'accord avec ses propos, vous vous y retrouvez? Écoutez, moi ce que je reproche à Jean-Luc Mélenchon, c'est de se concentrer sur un débat au sein de la gauche. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de domaines et beaucoup de proximité. Moi en Grèce,
pas me mettre à la place du peuple grec, mais je souhaite la victoire de la gauche. Et je pense que la bonne réponse des gouvernements européens, ce sera de se dire, non pas le peuple s'est trompé, et puis rentrer dans un conflit, mais se dire qu'a voulu dire le peuple gauche. Je prends juste un exemple. C'est important, juste parce que, par exemple, vous dites qu'il ne faut pas de division à l'intérieur de la gauche, et Mélenchon joue ce jeu-là, mais si on prend juste la position, par exemple, des responsables socialistes, quel que soit leur niveau, quand même, Pierre Moscovici, clairement, a sa position, maintenant nouvelle Commission européenne, mais ancien ministre de François Hollande, ancien proche de François Hollande, toujours proche de François Hollande, plaide clairement quand même pour le statu quo, pour la victoire de la droite à cette élection. Et puis, bon, on sent ici en France que, par exemple, quand les gens ont été interrogés, Claude Barthelone, Jean-Christophe Cambadélis, bon, c'est pas très clair, hein, on parle, voilà, il faut que toute la gauche gagne, etc., mais on ne sait pas très bien quelle est l'appréciation par rapport à Syriza et la victoire de Syriza. Donc vous dites quoi? Vous dites c'est une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, s'il gagne Vous venez de dire la victoire de la gauche, vous aussi, vous n'avez pas dit la victoire de Syriza. Oui, d'abord, contrairement à ce que vous dites, le président de la République, se décalant par rapport à Mme Merkel, a été très clair. C'est au peuple grec de choisir ses dirigeants. Nous, en tant que formation politique, ensuite, ça a été les propos de Jean-Christophe Cambadélis. On n'a pas à choisir entre Syriza et le PASOK. D'abord parce que Syriza, qui est manifestement bien placé pour l'emporter, va avoir besoin d'autres partis de gauche pour l'emporter. Le PASOK ne pourra pas. Et donc nous, on a souhaité souhaité une politique de gauche en Grèce en tant que parti socialiste. Maintenant, le dernier point, c'est là où je suis en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que je crois que Syriza porte des combats, d'abord qui sont assez proches des nôtres, et de ceux dont je parle dans ce livre, et qui vont être très importants pour la suite en Europe. Il va y avoir la Grèce, il va y avoir l'Espagne, et notamment cette question fondamentale qui est comment on sort de cette crise de la dette. Et j'en parle longuement dans le livre. Il y a deux options. Soit on fait 30 ans d'austérité, parce que quand on a 175% de dette, ou même nous 100%, si on veut faire des réductions en faisant de l'austérité, ben on fera 1% de moins par an en ayant des politiques de gel des salaires pendant 30 ans. Soit on se dit, on va prendre à bras-le-corps de ce problème. D'abord, ce que dit très bien Jean-Luc Mélenchon lui-même, cette dette, elle n'est pas sortie de nulle part. Il y a bien quelqu'un qui en profite. Quand la Grèce, elle a payé des taux d'intérêt de 20-25%, et quand vous avez 100% du PIB de dette et que vous payez 20%, ben chaque année, votre dette, elle augmente de 20%. Il y a des créanciers qui en profitent indûment, parce que l'État grec devrait s'endetter à 1 ou 2%, pas à 20%. Donc, ils demandent un audit de la dette, et ensuite, propose quelque chose qui est très proche de ce que je propose, mais que propose aussi Podemos en Espagne, que propose aussi le PSOE, le Parti socialiste espagnol, qui est de dire qu'il faut que la Banque centrale européenne reprenne une partie des dettes, moi je propose la moitié, et qu'ensuite ces dettes-là, elle les gère, et au fond qu'elle les rembourse par de la création monétaire, ce qui aura un double avantage. C'est une hypothèse qui n'est plus tout à fait écartée, hein, d'ailleurs. Non, et d'ailleurs c'est un joli nom, ça s'appelle PADRE. Plan de remboursement acceptable par les pays européens de la dette, je vous traduis le nom en anglais. Ça aura un triple avantage. Un, création monétaire, d'habitude on n'aime pas parce que ça crée de l'inflation, mais quand on a de l'inflation, on aime. Deux, ça baisserait le niveau de l'euro structurellement par rapport aux autres monnaies, donc compétitivité. Et trois, au lieu de sortir en 30 ans d'austérité, on sort immédiatement parce que la plupart des pays retombent en dessous des 3%. Et donc on peut s'occuper de ces trois enjeux d'investissement dont je vous parlais. Donc, je pense, et ce que je vous dis, c'est aussi vrai de Podemos, c'est-à-dire que ces deux partis ne sont plus dans une logique de non-remboursement de la dette. Ils sont dans une logique de ramener au vrai dû et à ce qu'ils doivent vraiment payer. Alors que les attaques spéculatives dont ils ont été victimes leur fait une charge qui est indue. Est-ce qu'une victoire de la gauche menée par Syriza en Grèce, ou bien de Syriza tout court, peut créer un effet domino qui atteigne l'Europe, mais qui atteigne aussi la France dans sa manière d'avancer, dans ce dont on parlait en début d'émission, dans cette politique plutôt social-libérale? Est-ce que l'effet domino peut atteindre le continent dont notre pays? En tout cas, moi, mon souhait, c'est que l'Europe, la France, regarde très précisément ce qu'a voulu dire le peuple grec et se dise comment on le prend en compte. Et si c'est ça, ça aura un effet domino positif, c'est-à-dire que ça continuera. La Commission, d'ailleurs, a commencé un peu à bouger la semaine dernière en aménageant les critères de Maastricht, en permettant un certain nombre d'investissements qu'elle aurait décidé. Mais par contre, ce qu'on essaie de faire, nous,
au sein du Parti socialiste. On ne veut plus s'appeler les frondeurs, on a créé un mouvement qui s'appelle Vive la gauche. Mais Vive la gauche, au fond, c'est d'essayer d'éviter ce qui est arrivé au PASOK ou ce qui peut arriver à d'autres partis socialistes en nous réformant de l'intérieur du Parti socialiste. C'est pour ça qu'on se revendique socialiste. On ne veut pas en quitter, on ne veut pas aller au parti de gauche ni au parti communiste. On veut, au sein du Parti socialiste, apporter des réponses d'ailleurs qui sont ni sur l'aile gauche ni sur l'aile droite. Vous savez, moi, je n'ai jamais appartenu à l'aile gauche du Parti socialiste. Moi, je suis proche de Martine Aubry. J'ai toujours été au cœur du Parti socialiste. Mais je pense que les réponses qui sont portées par ces partis-là, à l'extérieur des partis socialistes classiques, doivent l'être à l'intérieur. Et j'ai eu cette discussion avec Pedro Sanchez, qui est le leader des socialistes espagnols. La semaine dernière, on s'est rencontrés dans la manifestation parisienne. Il m'a dit que c'est ce qu'il essaie de faire aussi au sein du Parti socialiste. Et d'ailleurs, son parti résiste mieux qu'a pu résister le Parti socialiste grec. Est-ce que finalement, il y a une nouvelle donne avec ces attentats, vous l'avez dit vous-même, une nouvelle fenêtre politique? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, en termes par rapport aux organisations de la gauche, une nouvelle donne pour essayer de recréer, retisser l'union de la gauche et de faire justement cette gauche qu'on appelle gauche Syriza ou gauche unie ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, est-ce que c'est pas le moment finalement? Vous dites moi je reste au PS, mais on voit bien qu'il y a des gens qui disent globalement des choses assez similaires de ce que vous dites, qui ne sont pas au PS, qui sont au front de gauche, qui sont chez les écologistes encore plus proches de vos positions, etc. Donc est-ce que c'est pas l'occasion de retisser des liens et comment vous faites? Est-ce que vous avez décidé de le faire? Est-ce que vous entendez le faire dans les prochaines semaines? Vous savez, l'avant-dernier chapitre de mon livre, qui s'appelle « Pour réussir », formule 10 propositions. La première proposition, c'est un contrat de majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut cesser d'aller au fil de l'eau. Il faut se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble jusqu'à la fin du quinquennat. Comme en Allemagne, par exemple. Quand je dis ensemble, c'est effectivement les socialistes, les communistes, les verts, les radicaux de gauche, qu'on prenne une feuille de papier et qu'on écrive un programme de gouvernement pour la fin du quinquennat. Ça me semble absolument essentiel. Vous savez, François Hollande, son contrat avec les Français, c'est les 60 engagements du programme présidentiel. L'esprit du 6 mai 2012. Il les a remis dans sa poche, alors votre contrat, il va le remettre dans sa poche. Non, faut pas. J'essaye de dire dans le livre ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. C'est vrai, j'essaie d'être juste. Oui. Voilà. Il a fait une loi bancaire, elle ne va pas assez loin, mais enfin, on a été le premier pays à séparer les activités bancaires. Maintenant, le sujet, c'est de mettre des activités spéculatives dans ce qu'on a contingenté et dont on ne veut pas que ça contamine l'économie, pour prendre cet exemple-là. Ce contrat, il a à être modifié parce que la situation internationale n'est pas la même. On avait prévu qu'à mi-mandat, on sera en croissance, qu'on pourrait redistribuer, etc. Oui. Donc, est-ce qu'on fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, c'est-à-dire un programme de redistribution, ou est-ce qu'on continue dans l'austérité? Ça nécessite un nouveau contrat. Soit on fait la dissolution et on passe devant l'élection, soit on le fait avec les parlementaires, avec les partis politiques. Moi, je plaide pour cette deuxième option parce que je crois que l'essentiel nous rassemble. Le temps du Parlement est venu, et en même temps la période qui s'ouvre, on le voit bien depuis quelques jours, c'est peut-être pas du tout le temps du Parlement, c'est-à-dire un président déjà dans une constitution très présidentialiste qui est rehaussée justement de son crédit, vous le dites vous-même, un Premier ministre qui lui-même sort assez bénéficiaire, en tout cas à court terme, de cette séquence, qui prononce des mots qu'il n'a jamais dit, par exemple quand il parle de l'apartheid social, territorial, etc., il n'a jamais dit en tant que Premier ministre, il insistait plutôt sur d'autres choses, il l'avait dit avant, mais il insistait plutôt en tant que Premier ministre sur d'autres aspects, peut-être plus... Bon, est-ce que là, justement, il n'y a pas un problème? Est-ce que finalement le temps du Parlement, est-ce que ce contrat de majorité, ça risque pas du tout d'arriver, peut-être. C'est au contraire le présidentialisme le plus absolu là, qui nous guette. Oui, mais raison de plus pour plaider fortement en ce sens. Et puis, je propose par exemple, parce qu'on a beaucoup parlé des questions économiques et sociales, je propose un référendum sur les institutions. Vous imaginez le président de la République, je dis début 2016, après la grande conférence sur le climat, qui dirait « Dans ce pays, il faut que le président de la République, comme il l'avait dit dans sa fameuse tirade « Moi président », il soit au-dessus du lot, un peu s'occupe de la nation, de la cohésion de la nation, du bon fonctionnement des pouvoirs publics, c'est ce que dit la Constitution, et qui dirait par exemple « je supprime le droit de dissolution ». Parce qu'il n'y a qu'un président en exercice qui peut faire ça. Quand vous êtes candidat à la présidentielle, vous dites jamais je vais baisser mes pouvoirs, sinon le candidat d'en face considère que vous ne voulez pas vraiment être président. Il dirait ça. Il dirait maintenant à l'Assemblée nationale, il y aura la moitié des députés élus à la proportionnelle comme je le propose. Il mettrait dans ce référendum le droit de vote des étrangers. Peut-être aussi, comme je le propose, des grandes questions écologiques en disant une nation ne peut pas consommer plus que des ressources que la nature produit. Faire jusqu'ici. Mais imaginez la force de cette proposition faite par le président de la République début 2016 au président en disant « notre démocratie, elle a été attaquée ». Eh bien, ma réponse, c'est plus de social et c'est plus
plus de démocratie. Mon pouvoir, je le partage davantage avec le Parlement, avec les Français, parce que quand je défends la proportionnelle, c'est pour aider aussi à ce qu'il y ait une plus grande diversité des Français. Moi, je pense que ce sera une grande force. C'est ce que je plaide auprès de lui, auprès de ses proches depuis longtemps, et c'est ce dont je rêve, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est un doux rêve, non? Plutôt qu'un projet. Oui, mais la politique, c'est aussi ça, hein, c'est d'essayer de voir loin, d'essayer de... Je disais en introduction de nos échanges, je me suis dit à un moment donné, mon livre, il va arriver comme un cheveu sur la soupe, complètement décalé par rapport à la situation où les Français sont en unité derrière le président. Et puis après, je me suis dit, si je l'écrivais maintenant, je partirais des attentats, j'expliquerais la laïcité, etc. Et peut-être que j'oublierais ce qui a été le fruit de ma réflexion, qui est de se dire... quelle est la responsabilité de notre génération politique? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Et au fond, il faut aussi arriver, au-delà de l'émotion, au-delà des réponses qu'on a à faire face aux problèmes qu'on a rencontrés, il faudra qu'on ait, en tant que nation, cette capacité de revenir à ce qu'on pensait avant les attentats, parce qu'au fond, les analyses les plus justes, ce n'est pas celles qui dépendent de l'émotion du moment. Merci Jean-Marc Germain. Fin de ce 39e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Merci à Mathieu Magnodex qui l'a préparé et présenté avec moi. Et puis un salut en régie à toute l'équipe de 5e étage production qui en assure la réalisation.